Yorana et Nakoto et bienvenue dans Manava. Lorsque l'on parle du cancer, nous ne pensons pas forcément au cancer colorectal et pourtant c'est le troisième cancer le plus fréquent. Aujourd'hui, on met la lumière sur cette maladie et son dépistage avec nos invités. Ternini Temata Hotoa, directrice de l'ICPF. Yorana. David Danan, gastro-entérologue à la clinique Cardella. Yorana. Margie Ankeni, une patiente qui va nous parler de son expérience. Yorana. Et enfin, Thomas Sarcher, chirurgien digestif. Yorana. David, en tant que gastro-entérologue, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, le cancer colorectal? Oui, bien sûr. Donc le cancer colorectal, c'est le cancer qui touche le gros intestin. Donc dans l'intestin, on a le petit intestin qui fait 4 à 6 mètres de long, qui n'est pas tellement responsable de gros problèmes de santé en général, et le gros intestin, qui est donc le côlon, et le rectum, qui est juste avant l'anus. Et donc ce segment-là d'intestin peut être le siège de cancer. Thomas, pourquoi se faire dépister? Le dépistage, il est fondamental parce qu'il permet d'avoir un diagnostic précoce, autrement dit, de découvrir la maladie le plus tôt possible. Et c'est important parce que plus la maladie est découverte tôt, plus on a de chances de la guérir. Dans cette maladie en particulier, le cancer colorectal, un dépistage précoce permet un traitement en vue d'une guérison, une guérison qui peut être acquise dans 8 à 9 cas sur 10 en cas de dépistage précoce. Donc l'importance d'une découverte précoce de la maladie et donc du dépistage. Ternini, quelles sont les différentes méthodes de dépistage qu'il y a en Polynésie française? Alors, il y a des examens qui peuvent être prescrits donc, par le médecin généraliste, notamment un examen de recherche de sang dans les selles qui peut se faire en laboratoire. Donc ça, c'est la première étape en général. Et si on trouve du sang dans les selles, on doit faire un autre examen qui s'appelle une coloscopie. Donc je pense que mes collègues expliqueront, donc qui consiste à aller regarder justement à l'intérieur du côlon, à l'intérieur du tube digestif. Ça a l'air très sympa comme méthode. Il y a d'autres méthodes encore? Non, c'est les deux principales. Et après, en effet, des fois, on passe pas par le premier examen de recherche de sang dans les selles et on fait directement la coloscopie dans certains cas de figure. Margie, tu es une patiente. Tu vas nous parler de ton expérience aujourd'hui. Comment est-ce que tu as su que tu avais un cancer? Je pensais avoir des hémorroïdes pendant des années. Et comme j'arrivais à m'en sortir, je ne me suis pas trop inquiétée. Mais par la suite, j'ai commencé à saigner. Donc, je suis allée voir le docteur Danon. Et il m'a fait une coloscopie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que si j'étais venue plus tôt, il m'aurait retiré le polype et je n'aurais pas eu de cancer. Or, j'ai tardé des années. Donc, j'ai eu un cancer du côlon et j'ai eu un énorme polype au niveau du rectum. Donc, j'ai dû subir 2 opérations. Une pratiquée par le docteur Sarcher et une autre opération où on m'a évassané sur la France. Donc, j'ai beaucoup de regrets de n'être pas allée par pudeur. J'avais honte d'aller chez le médecin parce que c'est un examen qui n'est pas... Enfin, on se fait beaucoup d'idées, alors qu'en fin de compte, lorsque je suis passée avec le docteur Danon, au contraire, notre intimité est préservée. Il fait très attention à comment il nous ausculte. Donc, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Et je n'ai que des regrets. Si j'avais enlevé les polypes, je n'aurais pas eu de cancer. Et ça tombe bien qu'elle nous parle de ça, David. Est-ce que justement l'intimité est un frein pour le diagnostic? Alors, c'est tout à fait vrai quand j'exerçais en France, mais l'intimité est assez peu préservée en France dans les centres, de plus en plus probablement, mais pendant longtemps, ça a été pas très très bien fait. Moi, ça m'a toujours dérangé, et c'est vrai que quand je suis arrivé en Polynésie il y a maintenant 3 ans, et effectivement, les Polynésiens sont très pudiques de ce point de vue-là, ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait vraiment avoir une ambiance adéquate, une position adéquate, une information adéquate aussi, puisque, comme disait Margie, il y a beaucoup d'idées reçues sur cet examen, alors qu'en fait, la plupart du temps, on est endormi, donc on ne se rend pas compte, on n'a pas d'inconfort au réveil, il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de douleur. C'est un examen qui est plutôt rapide, avec une anesthésie qui est légère. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont hyper importantes à dire aujourd'hui. C'est pas un examen pénible. La seule chose à faire, c'est effectivement la préparation
pour pouvoir bien voir, ce que disait Margie, c'est hyper important, les polypes qui sont à l'origine des cancers du côlon. Et cette préparation est un peu pénible en effet, mais c'est uniquement la veille, voire le jour de l'examen. Et c'est ce qui permet de faire un dépistage complet et de pouvoir protéger justement, prévenir l'apparition d'un cancer. Alors Thomas, quels sont les dangers que représente cette maladie? Les dangers, alors, le Quels sont les cancer, risques, peut-être? ouais, bien sûr, le cancer colorectal non dépisté, et donc on laisse évoluer, il va finir par se manifester de plusieurs manières possibles. La première, c'est des saignements. Alors, une hémorragie, pas grave, mais des saignements dans les selles, petit à petit. Et puis, il faut imaginer que le côlon et le rectum, c'est un tube, c'est le tube digestif, c'est un tube qui petit à petit va être obstrué par le cancer, par la tumeur, et finir par littéralement se boucher. Quand il est bouché, on se retrouve dans une situation d'urgence où le plus souvent on doit être opéré en urgence. Ça passe par... bon, voilà, c'est une chirurgie qui est toujours un moins bon... Comment dire, une moins bonne efficacité et c'est un moins bon pronostic. Ça passe souvent par le fait d'avoir une période avec une stomie, parfois qui est définitive, une stomie, donc l'intestin qui est cousu à la peau, ce qu'on appelle une poche. Hein. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'un cancer, comme tous les cancers, ou presque, ne reste pas localisé uniquement à l'organe initial, mais va disséminer, c'est-à-dire par voie sanguine, envoyer des cellules et faire ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire d'autres localisations du cancer, qui pour le tube digestif sont principalement le foie, le poumon et la cavité abdominale. Quand on arrive à ce stade-là, assez rapidement, on se retrouve dans des situations où on ne peut plus guérir les gens. Et donc, ils vont avoir effectivement un parcours qui peut comporter de la chirurgie, de la radiothérapie et surtout de la chimiothérapie. Et on va être dans un stade palliatif. On va se battre contre la maladie, mais la maladie finira par gagner et donc par provoquer la mort du patient. Tia Nini, quelles sont les ressources et soutiens disponibles pour les patients atteints de cancer colorectal en Polynésie française? Alors, pour les patients qui sont atteints, comme en effet pour d'autres cancers, donc on s'appuie toujours sur les associations de patients, hein, que ça soit la Ligue contre le cancer, Amazon. D'ailleurs, le 21 mars, en partenariat avec Amazon, on organise aussi une soirée d'information sur le cancer colorectal. Voilà, après, comme le disent mes confrères, ça reste, quand c'est malheureusement pas pris en charge assez tôt, un parcours long, parfois qui nécessite de partir aussi en métropole pour une prise en charge. Et donc, on essaye toujours, nous, en tant que soignants et dans la prévention, d'être aussi à ne pas arriver au stade cancer, parce qu'on sait que le parcours va être plus compliqué que quand on traite avant l'arrivée du cancer ou au tout début. Donc, c'est vraiment notre objectif de la campagne, c'est d'informer sur ce cancer et surtout de dire, comme le dit Margie, s'il y a des saignements, ce n'est jamais normal. Du sang dans les selles, il faut consulter son médecin traitant ou directement un gastro-entérologue pour faire des examens et justement pouvoir guérir ou ne pas avoir de cancer. David, justement, à partir de quel âge ou à partir de quels symptômes il faut commencer à se faire dépister ou se poser des questions en tout cas? Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux aspects. Le dépistage, c'est pour les gens qui n'ont pas de symptômes, donc les gens qui ne se plaignent de rien. Et c'est ça qui est parfois difficile aussi, c'est que les gens me disent « mais je me sens bien, j'ai pas de problème ». Oui, mais c'est bien le principe même du dépistage, c'est de dépister quand c'est tout petit, et donc il n'y a pas de symptômes en rapport. Donc ça, c'est en général à partir de 50 ans pour les hommes et les femmes. Beaucoup de gens me disent « ah, mais les femmes, ils n'ont pas de cancer du côlon ». C'est faux. C'est autant les hommes que les femmes. Donc à partir de 50 ans, il faut commencer à évoquer la question avec son médecin, généraliste, gastro-entérologue. Donc ça, c'est important. Après, le diagnostic peut se faire à partir de symptômes. Et effectivement, les plaintes ou les choses qui peuvent nous arriver, qui peuvent nous conduire à consulter, c'est le sang dans les selles, effectivement, des douleurs au ventre qui ne sont pas tout à fait normales. Par exemple, un transit, donc le fait d'aller aux toilettes qui se modifie. On était constipé avant, on a la diarrhée maintenant, ou l'inverse. Ce genre de signes doivent inciter les patients à consulter. Et là, pas que après 50 ans, même à partir de 40 ans ou moins.
D'accord. Je reviens rapidement sur ce que tu disais, soi-disant que les femmes n'ont pas de cancer colorectal. Est-ce que les gens confondent le cancer colorectal avec des maladies liées éventuellement à la prostate? Je ne sais pas d'où ça vient ce concept-là, mais effectivement, ça revient très souvent que les femmes n'auraient pas ce type de maladie, mais peut-être qu'il y a effectivement une comparaison avec le cancer de prostate et que les femmes, bah, c'est essentiellement Titi et utérus, et puis c'est tout. Non, alors c'est en termes de fréquence, hein, c'est le troisième plus fréquent chez l'homme, c'est le deuxième plus fréquent chez la femme en France. Donc oui, évidemment, ça existe chez les deux sexes, hein. Théanini, comment est-ce qu'on fait pour traiter cette maladie? Sur le traitement, je pense que mes confrères vont compléter. En tout cas, comme le disait Thomas, donc s'il y a un cancer, donc il y aura en premier lieu une chirurgie, ensuite de la chimiothérapie, de la radiothérapie, parfois ici, parfois en métropole. Donc il y a un chemin qui peut être assez commun par rapport à d'autres cancers. Voilà. Thomas, je reviens vers toi. Est-ce que justement, plus on le diagnostique plus tôt et moins le traitement est complexe et difficile? Oui, tout à fait. Même sans aller jusqu'à la chirurgie, pendant la coloscopie, le gastro-entérologue, il va regarder, il va enlever, il va voir s'il y a un problème, évidemment s'il y a une grosse tumeur, mais il va aussi enlever ce dont on a à peine parlé, c'est-à-dire les polypes. Un polype ou un adénome, c'est une lésion précancéreuse. Ça, le gastro-entérologue, pendant la coloscopie, il va traiter en amont des futurs cancers, voire parfois des petits cancers qui n'auront pas besoin de chirurgie. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en fonction de l'analyse des polypes, parfois il est nécessaire de faire une chirurgie complémentaire. Donc ça, c'est le premier stade pour les toutes petites tumeurs, précancéreuses ou cancéreuses. Ensuite, effectivement, quand on a un cancer du côlon ou du rectum qui est localisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de métastase, on a un stade où on peut guérir les patients. Assez souvent, la première phase, c'est une chirurgie. Une chirurgie qui est quelque chose de très commun, en tout cas très développé et qui est tout à fait disponible en Polynésie. Enfin, on n'évassane plus du tout les gens pour ce genre de chirurgie. Que ce soit le côlon ou le rectum, alors après, il y a plusieurs protocoles différents, mais les actes chirurgicaux sont réglés et sont, encore une fois, disponibles à Tahiti sans aucun problème. Margie, justement, tu confirmes la chirurgie n'est pas si impactante que ça? Ben non, quand on m'a opéré, je suis rentrée le vendredi, je suis sortie le lundi. Donc ça va, donc tu l'as bien vécu C'était alors. sous célioscopie, je marchais dès le lendemain, j'étais debout après l'opération. Non, ça s'est très bien passé. Donc ça va, aucune difficulté Non. pendant le week-end où tu étais à l'hôpital. Non. Quels ont été tes autres traitements? Suite à ça, on a commencé par une chimio, mais j'ai pas supporté, donc on a arrêté. Et puis après, je suis partie pour une seconde opération au niveau du rectum. Petite spécificité de notre pays, on a le Rao Tahiti. Est-ce que tu peux nous en parler, Thomas? Le Rao Tahiti vient en accompagnement peut-être des techniques conventionnelles? Oui, c'est un sujet qui est effectivement très important et délicat à traiter. Le Rao Tahiti, là on parle de cancer. Donc aujourd'hui, nous en tant que médecins, forcément, on propose une solution qui est soutenue par la science médicale, c'est-à-dire pour guérir du cancer, c'est les protocoles dont on parle, en l'occurrence chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Là, au Tahiti, les médecines intégratives ont une place dans la prise en charge du cancer, c'est indéniable. De notre point de vue, de médecine conventionnelle, toutes ces médecines intégratives ont un rôle d'accompagnement et qui vont permettre à beaucoup de patients de se sentir mieux. Mmh. Et probablement, ça on ne peut pas le savoir, mais de mieux guérir, de plus guérir, en se sentant mieux, en ayant un accompagnement qui est adapté à la culture des patients, à leurs croyances, qu'elles soient religieuses ou de n'importe quel autre qu'il soit. Le message, c'est vraiment, à mon avis, c'est ça. L'autre message très important, c'est aujourd'hui, il n'y a aucune autre
médecine, aucun autre type de traitement qui a prouvé pouvoir guérir du cancer. Un patient ne guérira pas du cancer si il refuse la chirurgie et les traitements qu'on lui propose. Ça, malheureusement, c'est l'état de la science. C'est un fait, c'est pas un jugement de valeur. Margie, pardon, tu as utilisé du Rauteiti? Pas vraiment, j'ai pris de l'aloe vera et du miel Et ça pour me allait renforcer, oui. juste pour te renforcer. Voilà. Tianini, quel est le regard de l'ICPF justement par rapport au Rauteiti sur les cancers? Comme de manière, comme tous les médecins, hein, on a bien compris que l'idée, c'est que les patients soient adhérents au traitement qu'on leur propose et surtout dans le respect, en effet, de leurs croyances, de leur culture. Et le Rauteiti, c'est utilisé ici. L'idée, c'est que les deux médecines puissent justement se mettre d'accord sur quelle est la meilleure prise en charge du patient. Mais en effet, il faut surtout pas que l'une exclue l'autre et que on se dise qu'il y a que le Rauteiti qui va soigner. Comme la médecine conventionnelle, on va dire occidentale, ne doit pas dire que le patient ne doit absolument pas prendre de Rauteiti. Je pense que là, tous les jeunes médecins et la mouvance, c'est quand même de se dire qu'on doit tous travailler ensemble dans le même sens. Et le sens, c'est quoi? C'est la guérison et le mieux-être des patients. La rémission de certains patients peuvent parfois être lourds. David, est-ce que tu as déjà été confronté à une forme d'abandon de la part de certains patients? Alors, c'est vrai qu'en tant que gastro-entérologue ou chirurgien, on voit les patients en diagnostic et après on les suit derrière, enfin on les surveille après que le traitement a été fait. Le traitement même, par exemple par chimiothérapie, est essentiellement pratiqué par les oncologues, par les cancérologues à l'hôpital. Donc eux ont probablement beaucoup plus de réponses à cela. Après, évidemment, il peut y avoir des abandons, il peut y avoir des coups de mou, ce qui est tout à fait normal dans un processus qui est long, comme le disait aussi Théanini, c'est quand on commence d'une chimiothérapie, ça peut être long. Donc il faut avoir des choses avec, il faut avoir un accompagnement et je pense qu'effectivement, tout ce qui est annexe, complémentaire, associé, comme le Rauteiti, comme le soutien psychologique, comme plein d'autres choses en fait, du yoga, de la relaxation, de la sophrologie, tout existe selon ce à quoi on croit ce à quoi on est à l'aise avec. Et je pense que c'est très très important d'intégrer ça effectivement dans nos prises en charge. Donc ça s'adapte en fait en fonction des patients, en fonction Bien de chacun. sûr, bien sûr. Margie, tu as utilisé justement le soutien de tes proches ou des méthodes comme Toté le disait, peut-être du yoga ou d'autres choses? Non, non, franchement, non. Peut-être la place de ta famille? La famille, La voilà. famille. Voilà. Elle t'a beaucoup aidé? Oui, énormément. Comment est-ce qu'ils Ma te fille, soutiennent? Est-ce qu'ils t'ont accompagné au chimio au tout début ou aux chirurgies, ce genre de choses? Ah oui, tout le temps, ouais. Tu trouves que Oui. c'est important? Ben, d'être entouré par sa famille, ben, bien sûr, hein. Sa famille, ses amis. Et puis bon, moi personnellement, il y a les groupes de prière qui ont beaucoup prié pour moi. Donc ça aussi, ça m'a renforcé. Voilà. Théanini, est-ce que vous avez des cellules de soutien psychologique peut-être pour les patients qui ont du mal? Alors nous, à l'Institut du cancer, en fait, on fait la promotion justement de ce qu'on appelle les soins de support en oncologie. Donc, comme le disait David, hein, qui regroupe plusieurs activités, même aussi la diététique, l'activité physique adaptée, parce qu'on sait que l'activité physique, même pendant un traitement de cancer, peut aider à mieux supporter les traitements. Donc voilà, nous, on est plutôt le lien entre tout ça, c'est-à-dire qu'on a un annuaire où on peut donner des coordonnées de professionnels qualifiés. Et donc voilà, c'est notre optique, c'est de mettre en avant ces soins de support parce qu'il y a en effet les soins classiques, la chimiothérapie, la radiothérapie, mais il y a aussi tout cet à côté. Et comme le disait Margie, aussi le soutien familial qui est important. Est-ce qu'il y a aussi des soutiens financiers, peut-être pour les familles qui ont du mal à payer leur traitement, leur chirurgie, leur chimio, ce genre de choses? Alors, on a la chance, en tout cas en Polynésie et comme en métropole, d'avoir une sécurité sociale et donc qui prend en charge à 100% les patients atteints du cancer, donc en tout cas pour leur traitement. Mais par contre, c'est vrai que sur ces soins de support qu'on vient d'évoquer, que ça soit la consultation avec un ou une psychologue ou des choses comme ça, il n'y a pas forcément de prise en charge. Donc il y a en effet cette autre problématique qui est comment pouvoir aller voir quelqu'un en soutien de mon traitement
si j'ai pas forcément les moyens de le payer. Alors l'hôpital met à disposition quelques professionnels, mais en effet c'est une autre question qu'il faudra résoudre, qui est comment apporter ce support et que ça soit pas un coût financier. Sinon on sait que les patients ne vont pas y faire appel. David, est-ce que j'ai plus de chances d'avoir un cancer colorectal si quelqu'un de ma famille l'a déjà eu? Est-ce qu'il y a un lien avec la génétique? Très bonne question. Il y a effectivement des facteurs de risque qui sont connus et très bien connus aujourd'hui. Le fait d'avoir dans sa famille, notamment au premier degré, donc c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs, qui ont eu déjà soit des polypes avancés, donc c'est ce qu'on évoquait, donc c'est les polypes avant que ça devienne des cancers, ou un cancer du côlon, nous avons plus de risques dans la même famille d'avoir un cancer du côlon. Et donc ça, c'est une autre catégorie de la population qui doit être de toute façon dépistée, mais cette fois-ci de façon systématique à partir de 50 ans ou 5 ans avant l'âge de la personne qui a eu le cancer dans la famille. Donc il faut parler de sensibiliser, il faut sensibiliser le public. Ça, c'est très important. Si dans la même famille, il faut poser la question, c'est très très important. Et après, on a d'autres facteurs de risque qu'on peut améliorer au fur et à mesure des années, qui sont notamment le poids, le tabac, l'alcool, l'inactivité physique. On y revient toujours, mais ça c'est des messages pour toutes les maladies, mais c'est vrai aussi pour le cancer du côlon. Par exemple, de manger de trop de viande rouge. Tout ça, c'est des choses qu'on va de toute façon de plus en plus communiquer, mais voilà, ce sont des facteurs de risque qui sont connus et très connus, et donc il faut qu'on puisse agir là-dessus aussi. Pour éviter d'avoir un cancer colorectal. Exactement. Et justement passer par des chimiothérapies, des chirurgies, parlant sensibilisation, est-ce qu'à l'ICPF, il y a des choses qui sont mises en place pour sensibiliser la population? Oui, justement, on a beaucoup travaillé avec les gastro-entérologues, les chirurgiens digestifs pour construire une campagne. Pour sensibiliser sur 3 aspects, on l'a dit, sur la prévention, parce que notre premier objectif, c'est évidemment que les gens n'arrivent pas au cancer. On parlait du route 80, mais il y a des choses aussi dans l'évolution de la société polynésienne qui ont changé. On bouge moins, on a des voitures maintenant, et on a aussi de l'alimentation qui a changé. Donc les cas de cancer du côlon augmentent parce qu'on avait une alimentation avant qui était plus riche en fibres, plus riche en poissons. Maintenant, on mange beaucoup de viande rouge, justement, de charcuterie, donc tout ce changement dans la société polynésienne. Donc l'idée, c'est de dire aux gens, voilà, c'est en effet pas facile de travailler et de faire du sport, mais ça peut vraiment prévenir un cancer, et après, derrière, tous les traitements qu'on a évoqués. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qui doit se faire dépister. Donc on en a parlé, les hommes et les femmes après 50 ans, et aussi en particulier ceux qui ont des antécédents familiaux. Donc, comme le disait David, même sans symptômes, il faut absolument voir un gastro-entérologue s'il y a eu des cancers du côlon dans la famille. Et le troisième point, c'est aussi ne pas retarder la consultation. Et ça, Margie le dit très bien, et c'est important parce que du sang dans les selles, c'est pas normal, mais c'est pas forcément facile d'en parler. On se dit, c'est peut-être parce que si, parce que ça, des hémorroïdes, mais en fait, des fois, pas du tout. Et donc, il faut pas hésiter à oser en parler. Les médecins, on n'a jamais de jugement de valeur sur pourquoi les gens viennent. Au contraire, on est plutôt content quand ils viennent dès qu'ils ont des symptômes. Donc, on va jamais être dans le jugement de quelqu'un qui vient nous voir pour des symptômes aussi graves. On en parlait tout à l'heure, c'est parfois difficile de parler du cancer colorectal. Tu nous disais qu'il y avait un événement dans pas longtemps, le 21 mars, c'est ça? Alors, on a plusieurs choses. On va déjà faire de la communication sur les réseaux et sur le site internet, donc avec des petites capsules vidéo informatives. On a fait aussi un flyer, donc d'information. Et puis, on va en effet le 21 mars faire une soirée d'information. Donc voilà, c'est tout un mois qui est pour mettre en avant ce cancer, comme tu le disais, qui n'est pas forcément très connu. On parle beaucoup du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, du cancer de la prostate, c'est très bien. Mais il y a aussi ce cancer qui est en train d'augmenter parce que la population change de mode de vie. Et donc, on a vraiment envie cette année de mettre en avant la prévention et les moyens de dépistage pour pouvoir diminuer ces cas de cancer. Margie, est-ce que tu en parles maintenant que tu es passée par là? Est-ce que tu en parles à ta famille? Je demande à tout le monde d'aller faire une coloscopie. Est-ce que tu en parles à ta famille? Est-ce qu'ils sont sensibilisés? Oui. Donc, ils sont déjà dépistés. À mes amis, à ma famille, je dis à tout le monde qu'il faut à tout prix aller faire Parce que on est tous à peu près du même âge, même les un peu plus jeunes. Donc, je leur dis d'aller faire une coloscopie obligatoirement. Et aujourd'hui, comment tu vas? Ah, bien.
Et je suis contente parce que j'ai été bien prise en charge et ça s'est bien passé pour moi. Je n'ai pas été obligée de suivre une chimio, une radiothérapie. Même en ayant tardé, j'ai eu de la chance que tout se soit bien passé pour moi. Eh bien, écoute, on te souhaite bon courage pour la suite, puisque tu es encore en surveillance, c'est ça? Voilà, ouais. D'accord, donc tu viens de terminer ton traitement. On te souhaite bon courage. Merci beaucoup à tous d'être venus sur notre plateau pour pouvoir parler du cancer colorectal. On retiendra que le dépistage est important à partir de 50 ans, c'est bien ça. Et tous les 2 ans, car il peut être guéri dans 9 cas sur 10 si dépisté à temps. C'est bien ça. Oui, alors après, le délai de surveillance, ça dépend de la technique utilisée, mais c'est en tout cas à partir de 50 ans, il faut poser la question et il faut se renseigner là-dessus. Et après, nous, on expliquera en fonction de chacun ce qu'il faut faire. Justement, toutes les infos sont disponibles sur le site de l'ICPF. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, votre VA, le journal en tahitien. Passez une bonne soirée sur TNTV. Trahoma par Hayanan.